Il est 10h ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce jeudi. La barbarie du Hamas doit prendre fin, dit Emmanuel Macron, alors qu'Israël confirme avoir récupéré dans la nuit la dépouille du franco-israélien Ohad Yahalomi. Le corps de 3 autres otages ont été rendus contre la libération de plus de 600 prisonniers palestiniens. C'était le dernier volet de cette première phase de l'accord de cessez-le-feu. La deuxième phase doit commencer samedi, mais le calendrier pourrait ne pas être tenu. L'Union européenne a été créée pour emmerder, je cite, les États-Unis. Le langage fleuri de Donald Trump à l'égard de ceux qu'il malmène depuis son retour à la Maison-Blanche. C'était il y a quelques heures à Washington. Dernière menace brandie par le président Trump, taxer à 25% les produits européens importés sur son territoire. Un président américain devrait-il dire ça pour faire référence à un livre politique bien connu ici en France? Ça fait à peine 50 jours qu'il est au pouvoir, qu'on se demande s'il peut creuser encore un peu plus le fossé qui semble le séparer de ses alliés du vieux continent. L'Ukraine n'est pas le seul sujet. Les Européens qui se sont mobilisés cette semaine à Bruxelles, à Kiev, à Washington, sont-ils condamnés à assister avec impuissance à ce lâchage américain? Ont-ils une carte à jouer ou vit-on paradoxalement un moment européen? On pose la question jusqu'à 10h45 à Joseph Devecq. Bonjour, merci d'être là. Et à vous, Bruno Darroux, vous êtes ici chez vous. Bonjour messieurs, merci donc de participer à cette discussion. On a beaucoup de choses à se dire, c'est parlons-en et c'est parti. Joseph Devecq, bonjour. Bienvenue sur ce plateau, expert associé à l'Institut Montaigne, auteur d'un livre sur Emmanuel Macron en allemand dans le texte. Qui s'appelle Der Revolutionäre Präsident. Le président révolutionnaire. Voilà. Bruno de 2021. Il date de 2021. Bruno Darroux, bonjour. Bonjour. Vous avez vu, vous êtes ici chez vous. C'était cette nuit à Washington. Les traducteurs ont eu un peu de difficulté à traduire ce qui va suivre. L'Union européenne a été créée pour emmerder les États-Unis. Écoutez, soyons honnêtes, l'Union européenne a été conçue pour emmerder les États-Unis. C'est son but et ils ont fait du bon travail. Mais maintenant, je suis président. Voilà, il l'a dit 2 fois, Donald Trump, l'Union européenne a été créée pour emmerder les États-Unis. Ici, à France 24, on a choisi une... Oui, parce qu'en termes de traduction, on va rester poli, voilà. Mais screw en anglais, c'est un peu plus encore fort, plus vulgaire voilà. que... C'est plus vulgaire qu'emmerder, mais on est resté sur une traduction à peu près tempérée. Oui. Joseph Devecq, pourquoi tant de haine ? Je pense presque que l'Union européenne est peut-être l'ennemi parfaite pour Donald Trump et sa coalition. Si on regarde la coalition de Trump qui l'a mené au pouvoir, je pense qu'il y a 3 alliés dans ce camp. Il y a d'un côté un peu des conservateurs MAGA républicaines qui veulent une révolution réactionnaire. Et il y a un deuxième camp qui est des small state Reaganites, alors des libertaires qui veulent un État petit, peu d'impôts, peu de régulation. Et il y a troisièmement un peu des Silicon Valley, des entrepreneurs de la tech qui veulent une révolution technologique et qui veulent être libres dans leur entrepreneuriat. Et l'Union européenne, d'une certaine manière, est une opposition à ces 3 camps, parce que l'Union européenne, elle régule les grandes entreprises de la tech, parce que c'est une puissance régulatrice qui veut maintenir pas seulement un peu ou limiter le pouvoir des États-nations, mais aussi des grandes entreprises. Et c'est aussi une organisation qui protège un peu une démocratie libérale en Europe. Alors, je dirais presque que l'Union européenne, pour Trump, c'est une espèce de Greta Thunberg, mais avec une politique commerciale et une politique d'anti-compétitivité. Et c'est clair aujourd'hui, je pense que la stratégie de Trump est d'affaiblir les Européens et l'Union européenne. Sachant qu'entre Greta Thunberg et Ursula von der Leyen, on est quand même assez loin. Oui. Pour quand même, non pas donner du grain à moudre à Donald Trump, mais un petit peu d'histoire quand même, Bruno, c'est important. Faut-il le rappeler, non, l'Union européenne n'a pas été créée pour emmerder les États-Unis, mais bien au contraire, elle a été créée avec Oui, il y a eu une forme de soutien de la part des États-Unis. Disons qu'on était dans la reconstruction d'après-guerre dans les années 50. Les États-Unis avaient beaucoup investi pour la reconstruction européenne. C'était le fameux plan Marshall, mais où d'ailleurs ils avaient fait aussi un pré-bail, c'est-à-dire qu'on a remboursé, les Européens ont remboursé, on a toujours tendance
à penser que jusqu'à Donald Trump, les États-Unis étaient de grands philanthropes. Mais ce que fait Donald Trump aujourd'hui avec les minerais en Ukraine, en fait, c'est pas la première fois que les États-Unis agissent sans être totalement philanthropes. En tout cas, à l'époque, effectivement, c'était pas perçu comme un ennemi. Après, quand l'Union européenne s'est agrandi, a pris une tournure un peu plus politique, c'est devenu quand même une forme de concurrente pour les États-Unis. Et en tout cas, les États-Unis n'ont rien fait, on va dire, pour encourager la construction politique de l'Union européenne. Donc de ce point de vue-là, la question c'est est-ce qu'on est dans une rupture quand Donald Trump dit ce qu'il dit, ou simplement dans une amplification, accélération d'une attitude américaine qui n'a jamais, depuis 15-20 ans, vraiment encouragé l'Union européenne et qui perçoit l'Union européenne comme une concurrente commerciale également. Et puis il y a l'autre aspect dont évidemment on va parler, j'imagine, c'est que depuis 15 ans, ça date pas de Donald Trump, les Américains ont pour objectif stratégique prioritaire la compétition avec la Chine. L'Europe les intéresse moins, l'Europe les embarrasse commercialement, et c'est d'un point de vue sécuritaire, l'Europe leur coûte très cher. Finalement, peut-être que Donald Trump, à sa manière très brutale, est en train d'accélérer cette évolution, mais qui, je pense, n'a pas commencé avec lui. Oui, Joseph Devecq, il y a une rupture en langage fleuri trumpien, où il y a, comme le disait Bruno, une accélération de quelque chose qui ne date pas de Donald Trump, en tout cas deuxième version. Oui, je pense que ça a été très bien dit. La raison pour laquelle les États-Unis, au début, après la Deuxième Guerre mondiale, étaient un des plus grands sponsors de l'intégration européenne, était parce que l'Europe était le champ de bataille de cette nouvelle compétition avec l'Union soviétique. Alors, cette grande bataille pour l'hégémonie globale entre les Américains et l'Union soviétique, elle se jouait en Europe. Alors, les États-Unis, ils avaient cet fort intérêt d'avoir une Europe unie, politiquement, mais aussi économiquement fort, qui pourrait résister à l'Union soviétique. Et comme ça a été dit, aujourd'hui, la compétition globale, c'est plus tellement avec la Russie, mais plutôt avec la Chine. Et l'Europe est maintenant plus la scène centrale sur laquelle cette compétition, elle se joue. Et du coup, on est aujourd'hui dans une situation où Trump et les Américains, ils se disent, bon, on peut aussi s'en débarrasser des Européens. C'est des concurrents sur le plan économique, mais c'est pas absolument nécessaire qu'on garde une mainmise sur l'Europe. Si eux, ils veulent aller autre part, ou si eux, ils sont pas d'accord avec nous, ben, c'est leur choix. Si eux, ils veulent rester notre camp, ils doivent absolument prendre nos valeurs, ils doivent acheter nos biens, etc. Mais je pense, aujourd'hui, et ça, c'est le grand changement. Les Américains, ils peuvent s'en débarrasser de l'Europe. Ça veut dire qu'on vit quelque chose, parce que, on se dit gentiment sur un plateau de télévision, oui, les États-Unis peuvent se débarrasser de l'Europe, mais on vit quand même un moment... Est-ce qu'on vit un moment qui est fondamentalement historique, qui dépasse la seule personne de Donald Trump dans son style? Il y aura, après lui, s'il y a un autre président américain, il n'y aura pas de retour en arrière? Disons que c'est peut-être un peu tôt, l'histoire le dira, dirais-je prudemment, si on vit un moment historique. On vit un moment fort, en tout cas, sur le lien transatlantique, mais qui est aussi effectivement paradoxal, parce qu'on voit aussi que d'un côté, les Américains disent, comme l'a dit élégamment Donald Trump, bon, l'Union européenne nous ennuie, mais parce que dans la tête de Donald Trump, c'est un concurrent commercial. Il a d'ailleurs annoncé on va y revenir, les droits de douane. Les droits de douane. Mais en même temps, il y a cette offensive idéologico-culturelle de cette nouvelle administration, avec des gens comme J.D. Vance, qui viennent en Europe et qui disent en fait, et ça aussi c'est intéressant, ils disent en fait la manière dont vous pratiquez la démocratie n'est pas la bonne manière. Voilà. En tout cas, c'est pas la nôtre. En gros, c'est une façon trop libérale, trop à gauche, trop woke, trop élitiste. Vous avez trahi presque, le discours c'est presque, vous avez trahi la démocratie. Vous n'écoutez plus le peuple. Et c'est nous qui incarnons cette nouvelle forme, qui revenons en fait à une forme épurée de démocratie, qui écoutons le peuple. C'est ce que vous devez faire aussi. Et on vous encourage à le faire, d'où le soutien. Il y a Elon Musk aussi, évidemment, à l'AfD en Allemagne, etc. Donc en fait,
De ce point de vue-là, on ne peut pas dire que les États-Unis lâchent l'Europe. Parce qu'ils appartiennent quand même au même camp, idéologique et culturel. C'est intéressant parce que dans la conférence de presse, dans les propos qui ont été tenus, là je voyais les images du déplacement d'Emmanuel Macron à Washington lundi, Donald Trump, il n'a jamais évoqué les valeurs partagées, ce qui fait le dénominateur commun entre les États-Unis effectivement et l'Europe. Il n'a pas été question de ça, on n'en parle plus. Je pense que Trump, il est plutôt... C'est la personne qui a écrit The Art of the Deal, alors l'art du deal. C'est quelqu'un qui reste, d'une certaine manière, quelqu'un de transactionnel. Alors J.D. Vance, il est beaucoup plus idéologique. Et je pense... La rupture, elle est assez fondamentale aussi parce que le discours à Munich a été le discours de Vance. Et Vance, c'est l'avenir du Parti républicain aux États-Unis. C'est probablement lui qui va être le candidat en 4 ans pour devenir l'héritier de Donald Trump. Et après, le deuxième point, pour un peu souligner pourquoi aujourd'hui les États-Unis ils peuvent se en débarrasser de l'Europe, c'est qu'on voit aujourd'hui que la politique étrangère de Trump, il veut aller vers un retour des sphères d'influence. Il se dit, c'est absolument nécessaire que je contrôle toute ma hémisphère occidentale, que je contrôle ce qui se passe au Panama, que j'ai une main mise sur le Groenland, peut-être le Canada aussi. Il dit ici, dans ce périmètre de sécurité, c'est mon périmètre de sécurité, je dois tout contrôler. L'étranger proche. L'étranger proche. Mais c'est un peu une pensée du 19e siècle. Oui. Mais en même temps, ça veut dire qu'il accepte aussi que la Russie, comme autre grande puissance, a aussi ce périmètre de sécurité. Et du coup, il est prêt à lâcher. Le mien, et on se laisse tranquille. Voilà. Et pareil, avec la Chine, on dit toujours que Trump a commencé la deuxième guerre froide avec la Chine, mais en réalité, si on regarde le premier mandat, il a toujours voulu un grand deal de commerce avec la Chine. Il avait dit, au début, je veux des conflits avec les Chinois sur la politique commerciale, mais pour après avoir un deal à la fin. C'est ça ce qu'on écrit qu'on lit si on regarde les mémoires de John Bolton, son ancien conseiller de sécurité nationale. Alors en réalité, Trump, il dit, voilà, je contrôle mon périmètre, Russie, toi tu peux avoir le tien, Chine, tu peux avoir le tien. Et la question pour nous, Européens, est maintenant, est-ce qu'on est d'accord avec ça ou est-ce qu'on devient une puissance nous-mêmes ou juste un théâtre pour les puissances Alors, on va y venir. Justement, ces Européens, il y a quand même une question qu'on se pose, même si on peut être surpris par la forme. À quoi, Bruno Darroux, à quoi s'attendaient les Européens après l'élection de Donald Trump ? Est-ce qu'ils sont surpris par le côté désinhibé du président américain ? Est-ce qu'ils sont surpris par... Ils disaient, bon voilà, il va être isolationniste, mais il va pas aller si loin. On a l'impression... Alors, je voudrais vous livrer, avant de vous entendre, une citation de Joschka Fischer, ancien ministre allemand des Affaires étrangères, cette semaine dans Le Monde, qui écrivait une tribune et qui dit « Face au changement historique que Trump a engagé, l'Europe présente l'image pitoyable, je cite, d'une basse-cour voyant entrer un renard. » Elle n'avait pas vu le renard arriver ? Si elle voyait que le renard y rôdait autour de la basse-cour, mais elle s'y préparait un petit peu, mais elle priait tous les jours pour que ce soit pas le renard qui soit élu, mais Kamala Harris. Donc déjà, je pense qu'il y a eu ce défaut d'anticipation quand même. J'ai l'impression qu'on ne croyait pas vraiment à où on espérait que ce soit pas Trump. Et si c'était Trump, on s'y était préparé, mais je pense qu'on s'attendait pas à une préparation aussi structurée finalement quand même, à la fois d'un point de vue des équipes, d'un point de vue idéologique, ce lien avec les puissants de la tech, etc. Je pense qu'en Europe, on ne s'attendait pas assez, mais on s'est sans doute aussi assez peu préparé, mais à cause des éternelles divisions de l'Europe qui font sa faiblesse, son charme, si on veut, certains jours, mais quand même sa faiblesse, et c'est une faiblesse structurelle, puisqu'en fait, même ceux comme Emmanuel Macron, qui appellent à faire plus d'Europe, à renforcer l'Europe, etc., seront les premiers à empêcher l'émergence d'une véritable Europe fédérale, où la France serait ramenée au rôle du Texas aux États-Unis, ou voyez. Donc il y a cet éternel paradoxe de l'Europe qui n'arrive pas du coup à s'affirmer comme puissance. Or, ce serait un peu le seul moyen aujourd'hui, face à ce retour effectivement d'empire assez, façon 19e siècle, de s'imposer. Mais on n'y est pas, donc on fait du mieux qu'on peut, quoi. Ouais.
Joseph de Mecq, on a péché par naïveté. Je veux dire, quand Trump disait pendant la campagne, et il l'a répété des milliers de fois, moi je vais mettre un terme à la guerre en Ukraine en 24 heures, on pouvait quand même, en tout cas les dirigeants européens, pouvaient quand même se représenter ce que ça voulait dire, connaissant l'animal, parce qu'ils l'ont déjà fréquenté une première fois pour un premier mandat, ce que ça voulait dire, qu'on pouvait imaginer qu'il allait avoir ce rapprochement stratégique avec Vladimir Poutine. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, manque d'anticipation, manque de projection, manque de quoi? Manque d'anticipation, oui. Mais je pense que l'Union européenne, elle agit toujours quand la crise, elle est là. Et quand la crise, elle est vraiment existentielle. Il faut vraiment que la situation soit très urgente pour que les Européens ils se mettent d'accord. Et du coup, je pense aujourd'hui, on est dans ce moment-là. Aussi grâce au discours de Vance, qui était tellement clair, parce que Trump a commencé ses négociations. Et je pense qu'on voit dans ces derniers jours, vraiment, les Européens se mobiliser. On voit qu'il y a plusieurs sommets, un sommet qui est prévu à Londres, après encore un à Bruxelles. Je vois la même dynamique, d'une certaine manière, comme on l'a vu au début de la pandémie en 2020, où, après un moment d'hésitation, les Européens, ils se mettaient d'accord et ils se disaient « Ok, là, il faut vraiment agir et il faut qu'on fasse ça ensemble ». Et c'est quand même assez remarquable que cette idée d'une Europe de la défense, elle devient maintenant quelque chose que tout le monde pense est nécessaire. C'était avant, c'était un peu une idée de Macron, cette idée d'une Europe souveraine, mais aujourd'hui, et mon rôle est aussi sur ce plateau d'être l'Allemand, alors on a un nouveau chancelier. Que vous n'êtes pas. Et que je ne suis pas, mais j'ai grandi là-bas et j'ai une affinité pour le pays. Mais un nouveau chancelier qui va bientôt prendre le pouvoir, Friedrich Merz, qui est convaincu de cette Europe de la défense. Et Friedrich Merz, le nouveau chancelier, il a sur son bureau, il a un portrait de Charles de Gaulle et Konrad Adenauer, le chancelier, ensemble à l'église à Reims. Alors c'est quelqu'un qui a toujours pensé en termes franco-allemands, en termes d'Europe intégrée sur la défense. Et lui, il vient maintenant, et ça veut dire qu'en réalité, avec cette urgence, où on a aussi les pays du nord de l'Europe, les pays de l'est de l'Europe, s'en rendent compte vraiment qu'ils ne peuvent pas vraiment faire confiance aux États-Unis, parce que aussi Poutine ne croit pas vraiment que les États-Unis vont nous venir à l'aide en cas d'urgence, qu'il faut créer quelque chose maintenant. Et maintenant, on a ces 18 mois pour agir. Friedrich Merz, dont vous disiez cette semaine dans Le Monde, Joseph de Mecq, qu'il était le premier chancelier, futur chancelier allemand à voir l'Europe comme non pas une contrainte, mais quelque chose de positif. On va reparler de lui dans un instant et sur ce qu'il peut apporter précisément à cette Europe qui vit ce moment aussi décisif. Mais pour revenir sur ce que vous disiez à l'instant, sur le fait que les Européens, effectivement, on peut au moins leur reconnaître de s'être démultipliés toute la semaine diplomatique a été très intense. Les uns à Kiev, Ursula von der Leyen, le patron du Conseil européen. À Bruxelles, il y a eu cette réunion des ministres des Affaires étrangères des 27. Il y en aura une effectivement la semaine prochaine. À Washington, Macron lundi, Starmer aujourd'hui. Merz qui était à l'Elysée hier soir. D'ailleurs, ils ont diffusé cette photo là de dos en disant c'est super, on va bien travailler ensemble. C'est Anaïs Furtad qui nous raconte cette semaine diplomatique en images et on se retrouve juste après. La valse des dirigeants européens à Washington se poursuit. Keir Starmer rencontre à son tour le président américain jeudi pour demander, comme le reste des pays alliés, des garanties de paix durable en Ukraine. Devant les ambassadeurs, le Premier ministre britannique a rappelé les liens qui unissent son pays aux États-Unis. Il n'y a pas de relation plus importante pour le Royaume-Uni en matière de défense, de sécurité, de commerce, en technologie et en finance, et bien plus encore. Keir Starmer, au diapason avec Emmanuel Macron venu à Washington lundi, mais reparti sans aucune garantie. Tout comme la France, le Royaume-Uni attend des États-Unis un soutien en Ukraine sous forme de renseignements, d'appui aérien et logistique pour soutenir d'éventuelles troupes européennes dans le cadre d'une cessation des combats. Le dirigeant britannique arrive avec un gage de bonne volonté alors que Donald Trump juge les dépenses européennes trop faibles. L'augmentation prolongée du budget de défense du pays, la plus forte depuis la guerre froide, de 2,3% à 2,5% du PIB d'ici à 2027. Tenter de créer un pont diplomatique entre l'Europe et les États-Unis alors que Washington se rapproche de Moscou, un test pour le dirigeant britannique soutenu par Volodymyr Zelensky. Des garanties de paix et de sécurité, l'autonomie de notre État, l'intégrité territoriale, nous travaillons sur tout cela. Je remercie tous nos partenaires qui nous soutiennent. Je remercie tout le peuple qui croit en l'Ukraine. Gloire à l'Ukraine.
Volodymyr Zelensky, qui se rendra vendredi à Washington. De son côté, le Premier ministre britannique recevra dimanche plusieurs chefs d'État des pays alliés pour tenter de trouver une sortie de crise en Ukraine. Alors on va reparler du rôle de l'Allemagne dans cette histoire, mais un mot des Britanniques, Bruno Darroux. Donc Keir Starmer, le Premier ministre britannique, est à Washington, enfin en tout cas il est déjà à Washington, mais il va rencontrer Donald Trump aujourd'hui. On les entend moins de ce côté-ci de la Manche depuis qu'ils ont quitté l'Union. Pourtant c'est l'allié suprême des États-Unis ici sur le vieux continent. Et il joue quelle partition, Keir Starmer, là-dedans ? Bah, écoutez, il joue quand même aussi. Là, c'est un peu. Moi, je trouve que c'est un peu le retour quand même du Royaume-Uni dans le concert européen, parce que certes, ils ont quitté l'Union européenne, mais après, il y a des réalités, surtout partant de crises comme celle qu'on connaît actuellement. Bon, il faut dire les choses. Il y a deux armées. Bon, maintenant, il y a la Pologne, mais il y a deux armées qui tiennent vraiment la route avec des incomplétudes. Hein, mais le Royaume-Uni et la France. Les deux pays sont membres du Conseil, sont membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, et les deux pays, bien sûr, sont dotés de l'arme nucléaire. Donc, de ce point de vue-là, ils ont un rôle plus important. Et d'ailleurs, c'est peut-être pas un hasard si les deux dirigeants européens reçus à Washington cette semaine par Donald Trump, c'est Emmanuel Macron et Keir Starmer. Il y a de ça. Malgré tout, ça reste des puissances qui ont un statut un peu au-dessus des autres à cause de ces deux éléments, armes nucléaires et ONU. Donc moi je trouve que c'est ce qui a toujours été le cas d'ailleurs dans les crises ces 30-40 dernières années, c'est une bonne collaboration entre les Britanniques et les Français. Et à l'époque même, c'était un triangle avec évidemment au-dessus il y avait les États-Unis. Or c'est ça qui est en train de changer, mais il n'est pas anormal que d'un point de vue impulsion militaire, etc., ce soit Paris et Londres quand même qui soient un peu à la manœuvre. D'ailleurs, les Français et les Britanniques travaillent déjà sur un format d'éventuel déploiement de troupes franco-britanniques. Donc si on comprend, après un accord de paix en Ukraine, mais toujours pareil, ils ont quand même besoin, surtout les Britanniques, d'un point de vue logistique opérationnel, des États-Unis en arrière-rideau. Joseph Devecq, pour que tout le monde comprenne bien, on peut imaginer une Europe de la défense qui est un serpent de mer dont on parle depuis les débuts de la construction européenne demain, avec un Royaume-Uni qui a quitté l'Union ? Le Royaume-Uni va certainement jouer un rôle dans cette nouvelle Europe de la défense qui se crée. Merz, il a toujours dit ces dernières années, il a reproché à Scholz, le chancelier allemand des dernières années, qu'il a été trop transatlantiste, qu'il a conçu toute la réponse à la crise en Ukraine avec Joe Biden et qu'il n'a pas cherché la collaboration avec Paris, avec Londres et avec Varsovie, et qu'il a été trop timide dans son soutien pour l'Ukraine. Et Merz, il va à Paris, il est allé à Paris hier soir. Le premier jour, quand il sera officiellement chancelier, il va probablement revenir à Paris, il va aller le même jour à Varsovie, il a dit ça. Et il a toujours dit que la défense était un peu la voie par laquelle on pourrait réintégrer le Royaume-Uni dans l'Europe. Il avait aussi dit à l'époque du référendum sur le Brexit que Merkel était trop dure avec les Britanniques, qu'elle n'avait pas fait assez de concessions pour permettre à Cameron d'avoir un argument pour rester au Royaume-Uni. Alors, d'une certaine manière, Merz, il est très francophile, mais il a compris qu'il faut toujours avoir la Pologne de son côté, et il veut réintégrer l'Europe. Alors, il est une espèce de synthèse de différentes vues. Oui, et puis, non, juste, puis ce qui avance très vite, et notamment avec Friedrich Merz quand même, parce que ça fait des semaines et des mois. Qui n'est pas encore chancelier, mais qui est déjà à l'Élysée quand même. Voilà, mais qui est en train d'essayer de constituer sa coalition. Ça prend toujours un peu de temps en Allemagne, mais non, mais ce qui est très important, c'est qu'avec lui, l'Allemagne est prête, visiblement, si on comprend bien, à ce que la France et la Grande-Bretagne étendent leur fameux parapluie nucléaire à l'Allemagne. Ça, c'est une petite révolution. Là, ce serait aussi une rupture. Avant, depuis quasiment 1949, la République fédérale allemande et puis l'Allemagne réunifiée vivaient sous le parapluie américain. Donc là, il y a quand même une prise de conscience que ça
c'est fini. Et pourquoi pas, effectivement, envisager un déploiement, genre je ne sais pas comment dire, je ne suis pas spécialiste militaire, du nucléaire français et ou britannique à l'Allemagne et peut-être à d'autres pays. Et côté français, on réfléchit à cette évolution de la doctrine, mais qui a toujours été un peu là de manière très ambiguë, puisque l'addition nucléaire française est faite pour défendre les intérêts vitaux de la France. Donc les intérêts vitaux de la France, ça peut aller au-delà des frontières hexagonales. Friedrich Merz, sauf si vous vouliez dire quelque chose là-dessus. Non, je pense dimanche soir, le jour de l'élection. Oui, il a eu des mots très forts. Il a eu des mots très forts. Et il y a cette émission qu'on appelle, c'est le round des éléphants. C'est un peu les chefs de parti qui discutent du résultat et qu'est-ce qui va suivre maintenant. Alors c'est l'émission que tout le monde regarde en Allemagne. Et dans cette émission, Merz dit: j'aurais jamais pensé que j'allais dire quelque chose pareil à la télévision, ou que je vais devoir dire quelque chose pareil à la télévision, mais l'Europe doit se rendre pas à pas indépendant des États-Unis. On doit se débrouiller tout seul. On se doit débrouiller tout seul. Et ça, c'est vraiment... On peut pas sous-estimer qu'est-ce que c'est pour l'Allemagne. C'est vraiment un changement radical qu'il annonce. Et c'est pas quelque chose qui dit juste dans le moment. C'est quelque chose qu'il avait réfléchi. Ça fait longtemps, par exemple, quand Macron avait proposé un dialogue avec des autres États européens exactement sur la force de frappe française et comment renforcer la dimension européenne de cette force de frappe. Macron avait fait cette proposition. Merkel n'avait pas répondu à cette proposition. Scholz n'avait pas répondu à ces propositions. Et Merz, à l'époque, il disait: mais pourquoi vous commencez pas ce dialogue? Parce qu'il faut qu'on en parle. Et du coup, c'est quelque chose qui est réfléchi, qui est plus mûr. Et maintenant, vraiment, dans les prochains 18 mois, on va devoir être dans l'action. Pardon, pourquoi vous dites 18 mois 18 mois, parce que je pense... c'est un calendrier que vous avez évoqué plusieurs fois. Oui, parce que je pense parce que Macron, il est encore là pour 2 ans. Je pense les derniers mois avant l'élection, vous dites ça par rapport à l'élection oui, et après, il faut que ça se passe maintenant, parce que l'urgence est maintenant, parce que l'Europe doit se renforcer maintenant si elle veut être à la table de négociation sur l'Ukraine, et parce que, voilà. Donc depuis le début de cette émission, on peut reconnaître 2 choses collectivement aux Européens ces derniers jours. Un, pour rebondir sur les propos de Friedrich Merz dimanche soir après son élection, l'élection de son parti, on a compris le message, on n'est pas, voilà, on a été peut-être un peu naïf pendant la campagne américaine, mais là c'est bon, on sait, on va se débrouiller tout seul. 2, on s'active dans tous les sens et on montre qu'on est là et on montre plutôt un front uni parce que on est bon dans la crise. Est-ce que pour autant c'est efficace, Bruno? Est-ce que c'est là, on est sur de l'affichage, on est sur des mots, c'est sur des déplacements, et après quoi? On va le voir là dans les semaines à venir, parce qu'en fait, par exemple, les responsables militaires, notamment d'ailleurs au sein de l'OTAN, expliquent que en fait les armées européennes savent bien se coordonner sur le terrain. Mais après, il faut une vraie volonté politique. C'est ça qui a manqué jusqu'à présent. Et c'est peut-être ça que cette crise va faire. C'est-à-dire qu'elle va permettre de dépasser en fait les rivalités politiques, les rivalités d'influence, pour arriver à exprimer une volonté politique commune qui permettrait ensuite aux militaires sur le terrain de mieux se coordonner, je sais pas, de faire plus d'exercices, de mieux et de voir où sont les manques des uns et des autres, parce que c'est ça aussi le problème. Sauf que c'est ce que vous nous disiez, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Si très concrètement, et je voudrais qu'on élargisse aussi, parce que j'ai l'impression qu'on ne parle pas on ne parle pas que de sécurité et défense, mais pour autant, vous nous disiez tout à l'heure sur le plateau, Bruno, que quand bien même les Européens, dans l'éventualité d'un accord, arrivent à se déployer dans une Ukraine en paix, ils ne peuvent pas y arriver à ce stade, techniquement, militairement, sans les infrastructures de l'OTAN, sans avoir le backup américain. Oui, c'est ça, et c'est pourquoi ils insistent là-dessus, même si je pense que la France, voilà, merci Charles de Gaulle pour le coup, est un peu plus autonome, mais pas surtout quand même. Et puis il y a des insuffisances, notamment en termes d'aviation, par exemple. Mais c'est pour ça que les Européens, et même Volodymyr Zelensky, insistent pour qu'il y ait cette présence américaine, quitte à ce que ce soit en 2e ou 3e rideau. Mais pour le moment, Trump... Alors, il a eu une formulation cette nuit, au-delà de la jolie formule sur les Européens, mais il a dit...
Bon, le déploiement de troupes, les garanties de sécurité, non, nous... C'est aux Européens de le faire. C'est aux Européens de le faire, mais, voilà, il ajoutait, mais on fera en sorte que ça se passe bien. Voilà, une phrase qui laisse planer le doute et qui semble dire, oui, on va pas vous laisser complètement tomber. Puis c'est aussi un message adressé à Vladimir Poutine. Parce que les choses ne sont quand même pas aussi simples vis-à-vis de Vladimir Poutine. Là, parfois, on présente ça comme une lune de miel, etc. Enfin, non, pas du tout. C'est des intérêts mutuels bien compris, sachant que je pense que pour Donald Trump, l'objectif principal, c'est de régler ce problème en Ukraine qui lui complique la vie et qui lui coûte beaucoup d'argent, et d'essayer de décrocher la Russie de son alliance avec la Chine. Je pense que c'est peut-être ça un des objectifs ultimes qu'il poursuit. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il va tout accorder à Vladimir Poutine. Et il y a des choses, par exemple, que Vladimir Poutine, pour le moment, refuse, notamment le déploiement de troupes européenines sur le sol ukrainien. Bon, il a cédé visiblement sur l'OTAN. Donald Trump, il a dit, il l'a redit, mais il l'a dit de manière un peu plus forte. C'est non. Il y a quelques... Oui, il a dit en gros, pour l'OTAN, l'Ukraine, vous pouvez oublier. Voilà. Zelensky a proposé de démissionner pour que son pays entre dans l'OTAN, mais on imagine que, un, il le fera peut-être pas, et deux, ça ne servirait sans doute à rien. Est-ce que, en ce sens, Joseph Devecq, je posais la question en introduction, on vit peut-être un moment européen contraint et forcé qui va voir sur le terrain ukrainien quelque chose que certains Européens, dont Emmanuel Macron, appellent de leur vœu depuis des années. Oui, je pense qu'il y a deux grandes questions. La première est comment est-ce qu'on finance tout ça ? Il faudra des financements européens si on veut vraiment renforcer la défense européenne. On ne peut pas faire ça seulement au niveau national parce qu'il y a des pays qui n'ont pas beaucoup d'espace fiscal, qui n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Et ça, c'est une question du financement. Ça va être une des preuves si cette Europe de la défense, elle se fait vraiment. Et là, c'est notable que Merz, dans la campagne, il n'a jamais exclu un nouveau fonds européen de dette, par exemple, pour la défense, un fonds comme on l'a vu pendant la pandémie. La deuxième question, c'est pas la question financière, mais la question de comment est-ce qu'on organise ça et qui prend les décisions et comment coordonner. Et ça, c'est toujours très compliqué. Ça va prendre du temps de créer quelque chose comme une OTAN européenne, alors une structure militaire qui définit quelles sont les procédures, qui fait quoi, comment est-ce qu'on départage les responsabilités. Et jusqu'à présent, ça ne s'est jamais vraiment fait parce que la méfiance entre les différents pays européens, elle était telle qu'on préférait juste de externaliser tout ça aux États-Unis. Et on se disait, on fait confiance aux États-Unis, eux, ils vont le faire. Alors que maintenant, la méfiance envers les États-Unis, elle est tellement grande, et plus grande que la méfiance que les Européens ont entre eux, qui sont forcés à réfléchir à ces questions. Mais je pense aussi qu'il faut aller jusqu'au bout d'un débat qui est là aussi éternel. Vous l'avez évoqué, c'est-à-dire autant à l'intérieur de l'OTAN ou à l'extérieur de l'OTAN. Parce que voilà, il y a toujours cette division entre Européens. Certains disent oui, on peut renforcer le pôle européen à l'intérieur de l'OTAN, ou alors carrément Mais est-ce qu'ils ont vraiment le luxe de se poser cette question, sachant que le patron, c'est pas eux? Ce serait eux s'ils créent une structure européenne en dehors de l'OTAN, mais ça paraît très compliqué, parce que là encore, on en revient, on sort pas comme ça de 70-80 ans de dépendance aux technologies américaines. Il y a des secteurs où il y a des manques vraiment très très importants. Et puis, il y a des intérêts économiques différents selon les pays. Comme le dit Emmanuel Macron, mais à juste raison, il faudrait aussi se mettre d'accord sur une politique d'achat d'armement européen. Arrêter d'acheter des armes américaines. Sauf que là, on est dans un temps long. Alors, c'est ça la difficulté. Sachant qu'en Ukraine, on est dans un temps court. Je pense il y a un problème de temporalité. On sait tous qu'on doit garder les Américains pour le moment. Et dans le temps court. Et je pense que la visite de Macron à Washington, elle démontre ça. Macron, monsieur Europe souveraine, va à Washington, fait des compliments à Trump, des accolades, lui dit qu'il est super, qu'il est incroyable, etc. Le recadre gentiment. Il joue ce jeu très habilement.
Et il fait ça parce qu'il sait, dans les prochaines années, on a besoin encore des États-Unis. Alors, d'une certaine manière, Macron, il est conscient de ça et les autres Européens sont conscients de ça aussi. Mais ils savent aussi que, voilà, avec Vance, qui est l'avenir du Parti républicain, etc., qu'ils doivent agir. Alors, il faut faire les deux choses. Il faut maintenir encore les Américains un peu et il faut construire cette Europe de la défense pour que, à terme, c'est un projet de 5, 8, 10 ans, on pourrait être... Mais c'est vrai que la question du financement est très importante. Elle a été évoquée par Ursula von der Leyen. Mais... Pour élargir un peu... Bien sûr, la question de l'Europe de la défense, elle est non seulement essentielle, mais elle est très actuelle en Europe avec la menace russe et pas que sur l'Ukraine. Mais si, pour rebondir sur ce que vous disiez à propos de J.D. Vance, qui est venu apporter une vision idéologique à Munich il y a quelques semaines devant les Alliés, qu'est-ce qui est important aujourd'hui pour les Européens au-delà de cette question de sécurité? Est-ce qu'il est question d'un contre-modèle à poser aux États-Unis de Donald Trump? Est-ce que l'Europe a quelque chose à raconter d'elle-même aujourd'hui de différents et qui pourrait lui permettre d'une certaine façon aussi, pas que sur les questions de défense, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, de s'affirmer en tant que... Voilà, sur les valeurs. Sur les valeurs, sur les rapports à la démocratie. Oui, alors c'est vrai que là aussi, ça va peut-être réveiller les Européens. Peut-être que le discours de J.D. Vance va un peu réveiller les Européens. C'est vrai qu'ils on s'est un peu assoupis. On avait la paix, on était protégés pour l'essentiel des Européens par les Américains. Et puis on avait des démocraties, qui fonctionnaient un peu comme ça. Tout paraissait tellement acquis qu'en fait, on en avait perdu un peu le sens des réalités, presque. C'est-à-dire que même les démocraties ne sont jamais totalement acquises et que ce sont des valeurs à défendre. Donc peut-être que ça aussi, ça va être pour l'Europe, confrontée surtout au modèle. Alors, on ne sait pas comment dire, proposé par J.D. Vance, puisque c'est pas non plus un modèle autoritaire à la Poutine ou à la Xi Jinping. C'est de la démocratie libérale, comme on dit. Peut-être que l'Europe va plus s'affirmer également dans ce domaine-là, même si elle a toujours tenu quand même ce discours sur les valeurs. Là-dessus, Joseph Debec, sur les... Oui, je pense qu'on est dans un moment où l'Europe, d'une certaine manière, elle s'affirme, elle se rend compte de ses valeurs, justement en juxtaposition aux États-Unis. On se rend compte que si on veut que le continent européen puisse à l'avenir garder son modèle d'une économie de marché social, d'une démocratie libérale, avec un état de droit, avec les droits de l'homme, qu'on doit être capable de nous défendre nous-mêmes. Et je pense qu'il y aura un changement. Je pense que tout ce qui est en train de se passer va aussi avoir des répercussions dans la politique nationale des pays. Par exemple, quand on est quelqu'un de gauche, on a toujours été anti-américain. Et là, on voit que toute l'Europe, finalement, elle se mobilise aussi à l'opposition des États-Unis, à l'opposition du big tech. Ce qui ne veut pas dire que toute l'Europe, clairement, penche à gauche aujourd'hui. Oui, non, mais parce que c'est intéressant, parce qu'il y a une gauche qui avait toujours été un peu eurosceptique, etc. Alors, je pense aujourd'hui, dans une position de gauche, on voit très bien que, si on arrive à résister au capitalisme ultra dur des États-Unis, c'est grâce à l'Europe. Et ça va aussi changer les choses du côté de la droite du spectre politique. Parce qu'eux, ils se disent aussi... Voilà. C'est quoi cette droite américaine, trumpiste, qui intervient dans les élections d'autres pays, qui n'a aucun respect pour la souveraineté de nos pays? Et c'est d'une certaine manière aussi ce qui explique ce qui s'est passé dans le CDU, le parti de droite en Allemagne. Ils se disaient, aujourd'hui, ils se sont rendus compte que Trump est vraiment pas leur ami. Et qui n'a aucun respect pour la démocratie allemande et pour leur souveraineté. Ouais. Et du coup, ils se sont piqués dans leur... Enfin, il y a des droites européennes qui sont quand même largement séduites par Donald Trump, Meloni en Italie, Orban en Hongrie, faut-il le rappeler, parce qu'on parle de l'Europe depuis tout à l'heure et du front uni. On n'oublie pas qu'il, bien sûr, il y a quand même des frictions. Oui, parce que je pense que du côté dans la sphère Trump, on va dire, effectivement, il y a des gens comme J.D. Vance, etc., qui mènent un combat politique et idéologique et qui vont favoriser les pays européens qui vont dans la même direction que les États-Unis, c'est-à-dire une conception de la démocratie qui est quand même bien différente de celle qui
qui est encore dominante au sein de l'Union européenne, même si dans beaucoup de pays, eh bien, les partis de droite radicale, les partis populistes progressent énormément, et c'est un enjeu aussi. Et même ce qu'a dit J.D. Vance, en fait, devrait interroger. Parce qu'effectivement, c'est pas du tout pour prendre son parti, mais est-ce qu'il a totalement tort quand il dit à un moment il faut bien répondre aux préoccupations de millions de gens qui se prononcent pour des partis effectivement populistes, mais auxquels vous, en gros les élites de gauche, vous n'avez pas voulu, vous n'avez pas su répondre. Ça veut dire aussi remettez-vous en cause, bougez-vous, redevenez, parlez aux gens, essayez de résoudre leurs problèmes, quoi. Donc il y a aussi cet enjeu-là qui est là. Oui, là-dessus. Alors moi je dirais pas, moi j'ai pas l'impression que la gauche était vraiment au pouvoir en Europe ces dernières années, ou que les élites de gauche ont vraiment tout mené. Enfin d'un point de vue américain, tout ce qui n'est pas communiste et dangereusement de gauche, non, voire communiste. Oui, non, mais je pense où il a raison d'une certaine manière, que la réponse de l'Europe à cette crise-là, elle est d'abord militaire. Mais après, il y a d'autres aspects. Elle doit aussi être économique d'une certaine manière. On doit relancer notre économie. On a les plans de Mario Draghi, de Enrico Letta, comment faire cela. Vous croyez au droit de douane de 25% sur les produits européens ? Je pense qu'il y aura quelque chose. Peut-être pas 25%. Ça va faire mal, ça. Oui, ça va faire mal. Oui, je pense qu'il va baisser d'une certaine manière, mais il y aura quelque chose. Je pense qu'on n'est pas dans une situation où il va faire absolument rien. Mais l'Union européenne a déjà dit qu'elle réagirait immédiatement et fermement. Ouais. Donc, alors je pense qu'il faut relancer l'économie européenne d'une certaine manière, et ça veut dire plus d'intégration économique aussi, plus de politique industrielle, aussi plus d'harmonisation. D'un côté, et je pense après, pour répondre à la question de la montée de la population de droite, il faut aussi qu'on trouve une réponse au progrès social, pour donner espoir aux gens et pour dire voilà, ça avance, il y a des choses qui deviennent mieux dans notre vie, dans votre quotidien. Une nouvelle avancée, un nouvel progrès social va être aussi important comme ça. Dans la guerre froide, on avait fait l'État-providence et les subventions sociales, les aides sociales, aussi parce qu'on disait on ne veut pas qu'il y ait de la misère et que ces gens-là, après, deviennent communistes et s'allient avec l'Union soviétique. Aujourd'hui, d'une certaine manière, il faut penser similaire. Il faut se dire, il faut faire quelque chose avec les gens pour qu'ils ne deviennent pas extrême droite et viennent du côté de Trump et de Poutine. Pour dire encore un mot, Bruno, sur cette Europe qui est habitée par des vents contraires, même si on l'a dit, elle est jamais aussi efficace. C'est très français, ça, dans la crise. Est-ce qu'aujourd'hui, la principale menace à sa puissance, à l'expansion d'une puissance, qu'elle soit militaire, qu'elle soit culturelle ou dans un narratif ou que sais-je, c'est pas elle-même. Est-ce que la principale menace, c'est forcément Trump, ou est-ce qu'elle n'est pas inhérente à l'objet Europe ? Question philosophique. C'est une question très philosophique, mais qui se pose depuis le début. C'est-à-dire, c'est à la fois l'originalité de la construction européenne, mais c'est sa faiblesse à un moment où on retourne. Il y a des périodes comme ça dans l'histoire où les empires s'affirment plus. Là, on est dans une période où les empires s'affirment. Et donc, quand on n'est pas dans cette logique comme l'Union européenne, eh ben, c'est très compliqué. Alors après, il y aurait une solution, c'est facile à dire, d'aller vers plus de fédéralisme, comme je disais tout à l'heure. Mais ça, malheureusement, je crois que les Européens n'y sont pas encore tout à fait prêts pour que l'Europe soit une puissance. Parce qu'à un moment, même on parle de défense, il faut un chef, enfin c'est tout bête, mais il faut un chef, il faut un leader, un visage, comme disait l'autre, l'Europe ou le Vatican, combien de divisions ? Bon, ça reste la faiblesse de l'Europe, et une faiblesse utilisée et par Donald Trump et par Vladimir Poutine, qui savent que c'est un édifice très fragile, et que donc en essayant en permanence de jouer des divisions et de jouer sur le bilatéral, etc., on affaiblit cet édifice au lieu de le consolider. Est-ce que Joseph Devecq, pour conclure, vous diriez qu'il y a un rendez-vous, c'est peut-être l'un des plus importants depuis la fin de la guerre froide pour l'Union européenne, et que si ce rendez-vous est manqué là, après ce sera trop tard ? C'est vrai, peut-être c'est un peu le dernier moment où il y a encore assez de volonté politique qui peut être mobilisée pour permettre ce sursaut. Je pense dans 4 ou 5 ans, probablement ça va être trop tard, parce qu'il y aura l'extrême droite qui est trop forte,
peut-être au gouvernement dans trop de pays. Je pense aujourd'hui en Allemagne, il y a un leader qui est prêt à aller dans ce sens. Il y a Macron en France qui est prêt à aller dans ce sens. Il y a les pays du Nord, de l'Est, etc. qui sont là aussi. Il y a l'axe aussi Paris-Varsovie, on l'évoquait tout à l'heure, oui, il est important aussi en ce moment. Oui, et il y a aussi, après l'Italie, qui a une grande industrie de défense qui profiterait aussi d'un renouveau d'une défense européenne. Alors je pense Mélanie, on peut la convaincre. Alors je pense aujourd'hui, il y a encore les conditions politiques en place dans les différentes capitales qui permettent ça. Dans 4 ou 5 ans, si c'est toujours le cas, je ne sais pas. Mais il ne faut pas traîner. Il ne faut pas traîner. Voilà, le mot de les spécialistes estiment que l'hypothèse que la Russie, après l'Ukraine, vous voyez, tout ça se tourne éventuellement vers un pays européen, on est dans un objectif à 4, 5, 6, 7 ans. Donc voilà, ça laisse un peu de temps. Mais et puis rappelez-vous ce qu'on disait quelques mois avant le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, on était aussi dubitatif et pour certains en tout cas un peu sceptique. Voilà, apprendre de l'histoire. Merci infiniment à tous les deux d'avoir participé à cette discussion, c'était passionnant. Joseph Devecq, expert associé à l'Institut Montaigne, merci encore et à bientôt. Merci. Bruno Darou, vous êtes chez vous, alors on se retrouve bientôt. Tout de suite le grand format de Parlons-en et un prochain rendez-vous avec l'actualité internationale, c'est dans un quart d'heure. À tout à l'heure.